Salut à tous, c'est Vincent Collet pour le Déclic Magazine. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ouais, ça a commencé très jeune. Voilà, j'étais dans une petite localité à côté du Havre, à côté de Sainte-Adresse aussi, qui s'appelle Montivier. Et c'était particulier parce que la salle était toujours ouverte. On avait la possibilité d'y accéder comme on le voulait. Le gardien nous donnait la clé, le gardien habitait à côté, on pouvait récupérer la clé pour y aller. Et donc pendant les vacances, par exemple, scolaires, on y passait nos journées. Et donc au départ, c'est d'abord de la répétition, tu shootes beaucoup, on le voit, tous les enfants qui pratiquent un peu plus que les autres, ça permet de progresser. Et puis ensuite, lorsque j'ai été benjamin, minime, là j'ai commencé à vraiment m'intéresser comment mieux shooter. Et je me souviens que dans ma chambre, j'avais retrouvé dans les papiers que ma mère gardait, enfin les choses que ma mère gardait, un reportage qui avait été fait sur Bob Cousy, qui était venu en France démontrer justement le shoot en suspension à l'époque, en extension. Et il s'était affiché devant mon bureau. Donc je devais avoir 12 ou 13 ans et je regardais ça. Et après j'essayais de copier. Et en fait, ça c'est vraiment de l'auto-apprentissage. Et puis petit à petit, en montant dans les catégories, j'ai eu des entraîneurs qui ont corrigé, qui m'ont permis, mais c'est surtout le fait d'en avoir fait beaucoup. Voilà, quand j'ai démarré ma carrière en pro au Mans à 18 ans, j'arrivais souvent 1 heure avant l'entraînement, je restais après et je faisais en gros entre 2500 à 3000 shoots en plus des entraînements chaque semaine. Je pense que déjà, très clairement, quand on voit ce qu'elle produit, elle ne peut pas être totalement mauvaise. Voilà. Et je pense que surtout, elle a beaucoup progressé depuis une quinzaine d'années. Les choses ont été mises en place, en particulier donc, chez les plus jeunes, avec les tournois interzones, les rassemblements nationaux annuels pour la catégorie des minimes. Et à partir de ça, notre détection s'est beaucoup améliorée. Il y a aujourd'hui très peu de prospects qui passent à travers les mailles du filet et ça permet de les accompagner mieux qu'avant. Et globalement, on arrive à faire un travail qui est satisfaisant, mais on ne doit pas malgré tout s'en satisfaire, on doit essayer encore de faire mieux, d'améliorer. Et pour ça, il faut améliorer la formation des entraîneurs. Il n'y a pas un âge particulier, mais on le voit quand même assez vite. Donc là, ce n'est pas du hasard si justement ces détections sont faites lorsqu'ils ont 14 ans. Voilà, lorsqu'ils vont sortir de minime, mais c'est souvent fait dans la première partie de saison. Donc là, on voit déjà, parce que c'est le début de la croissance chez les garçons, donc il y a une évolution et on voit quand même déjà les mensurations, la morphologie. Pour être allé au dernier rassemblement national à Bourges l'hiver dernier, il y avait 7 ou 8 gamins qui faisaient déjà plus de 2 mètres. Voilà, et surtout ce que tu constates de visu quand tu arrives, parmi les 40 gamins qui sont réunis, c'est la longueur, voilà, ils sont tous longs. Même les petites tailles sont longs. Voilà, c'est les profils aujourd'hui, mais aussi au niveau de la motricité, des capacités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pouvait voir à mon époque. Non, ça c'est sûr. C'était ça la principale condition. Il y en avait 2, c'était résister à l'usure physique. Voilà, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, il faut pouvoir en transmettre à tes joueurs et donc il faut en avoir soi-même. Il faut toujours faire attention à préserver son énergie. Et donc le fait d'enchaîner les deux était difficile et en particulier quand je revenais en club. Parce qu'en fait, quand la saison des clubs se termine, mi-juin, il y a quand même souvent
un petit intervalle avant de recommencer en équipe de France. Donc ça permettait de se régénérer un peu. Par contre, au retour de l'équipe de France, il fallait pouvoir enchaîner tout de suite avec le club. Et ça, c'était difficile. Alors pas toujours dans l'immédiat, parce que quand ça se passait bien en équipe de France, tu revenais avec justement de l'énergie supplémentaire. Mais par contre, un peu plus tard, au cœur de l'hiver, j'ai souvent eu des moments très très difficiles. C'est deux métiers différents. Alors bien sûr, c'est du basket, donc il y a des choses qui sont quand même communes, mais la principale différence, c'est l'espace-temps. Tu n'as pas de temps en équipe nationale pour construire, ça va trop vite. Donc il faut optimiser en un court laps de temps, et puis après, il faut avoir la capacité sur une compétition qui dure environ 2 semaines, de s'élever, de trouver très vite une capacité à se transcender, en particulier pour les matchs décisifs. Donc ça, c'est très dépendant de la sélection. L'étape fondamentale de l'équipe nationale, c'est la sélection. Parce que comme on a moins de temps pour construire la cohésion de l'équipe, il faut déjà qu'en amont, ce qu'on a imaginé comme puzzle d'équipe puisse le permettre. En club, bien sûr qu'on essaye aussi d'avoir une équipe qui soit cohérente, où tu vas pouvoir définir des rôles pour chacun, où chacun va avoir un rôle, même s'ils sont bien sûr différents. Mais malgré tout, le temps dont tu disposes te permet aussi de beaucoup plus travailler sur ces aspects-là, voilà, petit à petit, et puis aussi sur le jeu. Tu peux aller beaucoup plus loin dans la précision que tu amènes au jeu, parce que tu as du temps pour travailler. Et mes équipes en général en club, elles ne trouvent jamais leur rythme de croisière avant au moins 2 mois. Même la préparation n'est pas suffisante. Je dis toujours aux joueurs, à la fin de la préparation, on doit être capable de gagner les premiers matchs, mais on ne peut pas espérer être déjà à notre meilleur niveau, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, parce que les adversaires ne le sont pas non plus, ils sont dans les mêmes configurations, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ce qui est important, c'est d'être capable de gagner. C'est pas parce que c'est une équipe de basket, c'est n'importe quelle équipe collective, et je dirais même certainement, probablement dans les entreprises, on a les mêmes soucis. Il n'y a pas une règle précise, mais par contre, ce qui ressort le plus, c'est la relation. En fait, c'est la relation qui permet de gérer les égos. C'est, comme je le disais avant, la définition des rôles. Là, il faut que les choses soient claires avec les joueurs. Il faut à la fois respecter la singularité des joueurs. Voilà, les joueurs, ils sont différents. Ils ont leur parcours, ils ont leur vécu, ils ont leur meilleur savoir-faire. Donc toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte de façon à ce que tu puisses trouver une place pour chacun d'entre eux. Et puis après, il faut réguler effectivement au niveau des comportements en particulier. Voilà, il faut établir un cadre, donc avec de la rigueur, mais dans lequel aussi un cadre qui permette à chacun de pouvoir s'exprimer, mais en respectant certaines règles, et puis surtout en étant conscient de l'identité qu'on veut donner à l'équipe. Voilà, l'identité de l'équipe, c'est la responsabilité de chacun. Une fois qu'elle a été définie, il faut que chacun fasse en sorte de la respecter et de la valoriser. Mais après, ça n'exclut pas qu'on n'ait pas la même régulation pour chacun des joueurs, parce que je parlais de la singularité. Si on veut que l'équipe soit la plus performante possible, il faut permettre à cette singularité de s'exprimer. Le basket, comme tous les sports collectifs, c'est un sport où il faut de la créativité, parce qu'il y a beaucoup de prises de décision. Et donc, pour que les joueurs puissent avoir cette prise de décision, il faut qu'il y ait un espace de liberté
Mais souvent j'utilise l'expression c'est de la liberté surveillée. Voilà, parce que sinon ça devient anarchique. Et donc il faut réguler ça. Et cette liberté surveillée, elle n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, quand on a eu à la CIG des joueurs d'exception, clairement tu les autorises davantage qu'un joueur qui va être simple remplaçant et joueur de complément. Et par contre, pour la performance de l'équipe, tu auras besoin presque autant de la performance du joueur de complément que de celle de ton leader. C'est ça qui fait très clairement, j'étais ce qu'ils appellent coach consultant, ou eux ils appellent ça advisor. C'est un rôle de conseil en fait auprès du head coach. Le head coach, c'était mon assistant l'été dernier, c'est surtout un ami de longue date. Voilà, on se connaît depuis très longtemps, on a eu l'occasion de faire des camps de ce qu'ils appelaient les draft camp à Trévise il y a une vingtaine d'années. On a fait ça plusieurs années successives, donc pour les prospects européens qui voulaient se présenter à la draft. C'est là qu'on s'était connus et donc à l'issue des jeux, il me demandait d'occuper ce rôle-là. Et moi, c'était pour moi une opportunité incroyable de pouvoir mettre un pied finalement dans une franchise NBA, de voir un peu comment ça se passe, même si je n'étais pas du tout à temps plein, mais j'y suis allé quand même plusieurs fois, et puis surtout j'ai eu le bonheur de faire tous les playoffs avec eux, même si ça s'est malheureusement interrompu prématurément, mais j'ai quand même été 6 semaines là, entre début avril et mi-mai, donc au quotidien, à voir à l'intérieur, voilà, en étant dans les vestiaires, en étant bien sûr à tous les entraînements, toutes les sessions de coaching. Donc pour moi c'était une expérience nouvelle et très, très riche. Voilà. Et puis après le reste de l'année, donc quand j'étais pas à Cleveland, je regardais tous les matchs en fait. Et après chaque match, j'envoyais des commentaires au coach voilà, qu'il pouvait utiliser ou pas en fonction, mais en tout cas je lui disais ce que je voyais, ce que je pensais de nos prestations et après c'était à lui de décider ce qu'il voulait utiliser ou pas. Oui, ça totalement, mais de toute façon c'est pas pour moi, c'est pas en NBA que c'est le plus net, c'est dans les compétitions internationales. Tu ne peux pas gagner, à très haut niveau aujourd'hui, tu ne peux pas gagner si tu ne défends pas. Parce que le problème, c'est que parfois, tu as une excellente équipe en attaque, donc qui peut faire beaucoup de choses, qui peut marquer beaucoup de paniers, par exemple. Mais plus tu t'élèves dans la hiérarchie, plus les autres ont aussi cette capacité. Donc la victoire se joue autant au fait d'imposer ton attaque à l'adversaire qu'au fait de limiter celle des adversaires. Voilà. Et si tu ne limites pas celle des adversaires, comme on peut supposer qu'eux vont te limiter, tu as presque perdu. Bon, il y a un exemple, pour moi l'exemple le plus flagrant de ces dernières années, c'est le PSG. Voilà. Le PSG de cette année a été magnifique. Et bon, la finale, ce qu'ils font sur la première demi-heure défensivement, la façon dont ils pressent haut, ils récupèrent les ballons, ils empêchent totalement l'Inter de sortir de leur zone. C'est un exemple parfait. On n'était pas meilleur en attaque les années précédentes. Alors là, en plus, on avait une expression collective magnifique et tout. Mais malgré tout, en attaque, on avait les années précédentes un potentiel incroyable. Mais voilà, nos attaquants ne défendaient pas. Donc forcément, quand tu défends à 8 au lieu de 10, déjà, tu es déjà en difficulté. Et donc ça, pour moi, c'est caractéristique, mais c'est valable dans tous les sports co. Voilà, mes expériences. Et par exemple, l'année dernière aux Jeux Olympiques, c'est d'abord à notre défense qu'on doit notre médaille d'argent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas attaqué, bien sûr. Tu as besoin de faire les deux. En particulier au basket, voilà, au football, tu peux à la limite ne faire que défendre et puis contre-attaquer. Au basket, il faut marquer plus d'un ou deux paniers, donc il faut faire les deux. Mais la défense quand même précède, pour pouvoir gagner les grandes compétitions, il faut défendre.
moi je pense que, enfin, j'ai pas forcément un style. Je pense qu'il faut s'adapter en fait à tes qualités, aux joueurs dont tu disposes. Mais après, il faut s'adapter aussi aux adversaires. Donc il faut avoir une capacité d'adaptation qui soit grande. C'est-à-dire que quand tu te prépares, bien sûr tu prépares ton équipe, tu lui donnes parlais tout à l'heure d'une identité de jeu, alors, donc ça peut se faire par des systèmes, par des styles, mais après il faut aussi avoir capacité à s'adapter à ce que l'adversaire va proposer, parce qu'en fait aujourd'hui, tous les matchs, tous les grands matchs en particulier, c'est des rapports de force. Et pour moi, de chaque côté, tu as une équipe, mais tu as une équipe qui a un potentiel de situation. Et c'est ce conflit-là qui va donner le résultat. Et donc, il faut avoir la capacité à exprimer, toi, ce que tu sais bien faire. Voilà, ton équipe, elle a des points forts et elle a des points faibles, et celle d'en face aussi. Et toi, il faut que tu joues, tu essayes au maximum de jouer sur tes points forts. Donc parfois, tu as une équipe où tu es très fort à l'intérieur, l'autre fois, tu as des joueurs extérieurs qui sont par exemple très forts sur les sorties d'écran. Donc ton jeu, d'une année sur l'autre, il va bouger parce que tes points forts ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut pouvoir évoluer. Et de la même façon, il faut être capable de limiter les points forts de l'adversaire. Ouais, et par exemple, donc tu prends le match qu'on a fait contre le Canada l'année dernière aux Jeux Olympiques, on a joué énormément intérieur. Et on savait que le Canada changeait en défense beaucoup. Bon, le Canada, avant notre match, c'était la meilleure défense de la compétition. Mais ils avaient une particularité, c'est qu'ils changeaient beaucoup. Et on a décidé que c'était là qu'on pouvait peut-être, parce qu'ils n'y étaient pas habitués, quand ils changeaient, personne exploitait ce qu'on appelle la mismatch, le fait de jouer contre le petit qui se retrouve contre le grand. Et nous, on l'a beaucoup utilisé. Et on a marqué, mais parce qu'on avait les joueurs pour ça. Parce qu'on avait Mathias Le Seur, Yabou Sélé, Victor. Voilà, et donc c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. S'ils n'avaient pas été dans notre équipe, avec d'autres joueurs intérieurs, peut-être qu'on n'aurait pas pu faire la même chose. Et donc ça c'est un exemple. Et sur un autre match, mais par exemple on n'a pas fait la même chose contre l'Allemagne en demi-finale, parce que c'était pas le même rapport de force. Voilà, les Allemands ils étaient différents. Déjà ils changeaient un peu moins que les autres, ils défendaient différemment, donc on n'a pas joué de la même façon. Voilà. Mais c'est souvent comme ça, c'est souvent obligé de modifier un peu. Ça t'empêche pas de garder ton identité de jeu, mais il faut savoir un peu l'utiliser en fait en fonction des circonstances et surtout de l'adversaire. On jouait contre eux au premier match de la compétition. Donc la salle, ils avaient construit une salle en préfabriqué qui avait été construite d'ailleurs par GL Events, les Français. Et donc je me souviens très bien que une heure avant le match, je sors de notre vestiaire et ils étaient tous les trois dans le couloir, côte à côte. Et là, ils me disent bonjour, coach. Et moi, j'avais à peine, je savais pas quoi répondre, quoi. J'étais très impressionné, forcément. Et qui ne l'aurait pas été. Bon, après, à force, je me suis habitué. On les a rejoués en 2016. Finalement, j'ai eu la chance de jouer contre eux à chaque Jeux olympiques, et puis surtout la chance de les avoir battus une fois en 2021 à Tokyo, et ça reste quand même un moment fort de ma carrière, voilà, parce que même s'ils n'y étaient pas tous, il y avait quand même LeBron James, pas LeBron James, Kevin Durant en particulier, et puis les autres joueurs, même si on a dit que cette équipe-là était moins forte, ce qui était vrai, celle de 2024 était plus forte. Mais malgré tout, quand on voit les joueurs qu'il a constitués, c'était quand même, il y avait quand même du lourd. Il y avait quand même du lourd. Alors, je ne sais pas s'il y aura moins de superstars, il y en aura d'autres.
Tony Edwards va devenir une superstar. Bon, là, on parle de Cooper Flag qui arrive, on verra, mais il y en a d'autres. Holmgren va aussi continuer à se développer. Moi, je pense que de toute façon, ils ont une longueur d'avance sur les autres. Voilà, c'est dans la densité, c'est un très grand pays. Mais malgré tout, plus le temps passe, bon, et c'est déjà arrivé en 2004, l'Argentine. Voilà, je pense aussi que la France a de plus en plus la nouvelle génération. À chaque génération, on progresse un peu. C'est-à-dire que je me souviens, lorsque la génération Tony s'est arrêtée, c'était source d'inquiétude. Et finalement, la génération suivante a fait mieux que la génération Tony, globalement dans les résultats. Et je pense que ça va être encore le cas, quoi. On a vraiment, on voit bien avec les dernières drafts, quand même, on a quand même été 2 fois. On a eu 2 fois le premier, c'est quand même exceptionnel. Et puis il n'y a pas que, quoi. L'année dernière, il y avait Zach en numéro 1, mais il y avait Sarr en 2, Salone en 6. Et puis l'année d'avant, c'était pareil. Bon, Bilal était aussi très bien placé, derrière Victor. Et on a à chaque fois, et puis là, il y a d'autres gamins qui arrivent derrière. Donc je pense qu'on aura matière, en tout cas, à concurrencer, mais on ne sera pas les seuls. Voilà. Là où souvent on fait une erreur d'appréciation, c'est qu'on ne pense qu'à nous. Le basket, c'est au même titre que le football. Voilà, c'est les 2 seuls sports collectifs qui aujourd'hui ont cette telle concurrence. Voilà, c'est très différent des autres sports. Le rugby en particulier, mais même le handball. Voilà, le volley, c'est un peu plus comme nous, mais quand même, le basket et le foot sont les 2 plus concurrentiels. Et donc, actuellement, pour moi, l'équipe qui est la plus forte derrière Team USA, c'est le Canada. Voilà. Et donc, il ne faut pas seulement penser aux Américains, quoi. Parce que peut-être qu'on battra les Américains, mais il ne faudrait pas qu'on soit battu par les Canadiens. Voilà. Et au même titre, je pense que la Serbie est aussi très forte actuellement. Voilà. Ils auraient très bien pu être champions olympiques l'année dernière. Hein. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Donc, mais ce qui est vraiment très positif, c'est qu'on est dans ce cercle-là. Voilà. Après, qu'on ne soit pas encore peut-être les premiers, mais déjà le fait d'appartenir, on va dire, aux contenders, à ceux qui peuvent prétendre gagner, c'est déjà formidable. Et donc il faut qu'on travaille, qu'on continue à travailler. On rejoint la formation dont on parlait tout à l'heure, pour justement à continuer à faire partie de ce groupe-là. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Là, on va avoir une génération incroyable qui va arriver, mais il faut qu'on pense déjà aux suivantes, aux prochaines, pour nourrir ça. Et puis après, pour finir par rapport à ça, de toute façon, même si les Américains ont cet avantage, on va dire, ils finiront par être battus. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ça soit par la France. Il y en a eu plusieurs quand même, fort heureusement. Il y en a eu des très durs, mais il y en a eu des très bons. Je pense quand même que c'est la victoire contre le Real de Madrid. Alors, Fenerbahçe qui était en finale de l'Euroleague cette année-là et qu'on a, on va dire, vraiment maltraité. Voilà, je crois que nous avait battu une 20aine de points, c'était démonstration. Mais à ceci près, dans tous les matchs, il faut toujours... il y a toi, mais il y a aussi l'adversaire. Et c'était la 2e journée de cette Euroleague. Et Fenerbahçe n'avait pas la bonne attitude. Ils sont venus tranquilles, c'était un début de saison. Et donc on a profité de leur, on va dire, de leur mansuétude, voilà, ce jour-là. Alors que 15 jours après, on a reçu le Real de Madrid, qui lui était prévenu parce qu'on avait battu Fenerbahçe 2 semaines avant. Et malgré tout, on a battu le Real de Madrid. Bon, malheureusement, ce match-là, il est entaché. On a été heureux, très heureux, que du retour du banc à l'entrée dans le vestiaire. Parce que dès qu'on est rentré dans le vestiaire, on nous a parlé des attentats à Paris. Voilà, c'est le 13 novembre de 2015.
Et donc, je me souviens très bien, mais malgré tout, c'est en termes, on va dire, de sportifs, c'est la plus grande victoire de la SIC, parce que le Real était une très grosse équipe à l'époque, hein, déjà, comme souvent. Et c'était vraiment incroyable de les battre dans une ambiance, alors eux se méfiaient. C'est-à-dire qu'on n'a pas battu un demi-Real, on a battu un vrai Real. Et donc pour moi, en termes de qualité, c'est la plus grosse performance qu'on ait faite. Il y en a beaucoup, mais je, je fais souvent mon Mont-Saint-Odile par le sentier des pèlerins. Voilà. J'aime beaucoup cette balade, et puis ça me faisait partie de ma préparation pour les Jeux Olympiques l'année dernière. Je pense que j'ai dû le faire pas loin d'une vingtaine de fois entre le début janvier et juin. C'était vraiment... et voilà, j'aime cette montée. Donc des fois je la fais du bas d'Autrotte, des fois je pars même d'Aubernais, de la piscine d'Aubernais. Donc là je fais un peu de plat avant et puis mais ça c'est une balade qui me plaît beaucoup et à laquelle je me suis habitué. Ah, c'est une histoire d'amitié d'abord, voilà. À la base, c'est parce que c'est mon ami qui est coach, voilà, ancien assistant, ancien joueur. Euh, donc ça, c'est le début de l'histoire. Et puis après, c'est une histoire d'amitié avec les dirigeants du club. Et je trouve que c'était sympa, voilà, de le faire. Bon, j'ai hésité un peu parce que j'avais quelque part, c'est le fait d'être identifié à un club, c'était pas forcément très compatible, mais je me suis dit que c'était quand même pas. Bon, déjà, la ZAN n'était pas en Pro A, donc c'est pas un des clubs de la première division, donc ça le rendait davantage possible. Voilà, et c'est pas parce que je suis parrain de la ZAC que je n'aime pas les autres clubs. Voilà. Il n'y a pas de, comment dire, de contradiction entre les deux. Pour moi, c'est une magnifique saison, de toute façon. Bon, ça, tout le monde le reconnaît. C'est presque un conte de fées. Voilà. Quoi qu'il puisse arriver demain soir, ça reste pour moi une saison magnifique. La qualification jeudi dernier en demi-finale contre Vichy a été un moment très très fort. On a un moment de partage. Voilà, où on a vu un public radieux. Voilà, mais au-delà de ça, toute l'année, ça a été vraiment un plaisir de les voir jouer, de les voir. C'est une équipe qui donnait beaucoup, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de partage. Donc c'est une équipe qui a fait plaisir toute l'année. Et je pense que c'est une belle histoire. Voilà, vu le contexte, c'est quand même un club qui évolue en Pro B avec des moyens qui sont forcément limités. Hein, mais bon, c'est les histoires qu'on aime bien chez nous. Voilà, c'est le petit village gaulois qui est capable de battre les plus grosses villes. Bon, bah, c'est un côté sympa. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de qualité dans ce qui a été produit toute l'année. Voilà, c'est une équipe qui, je trouve, a progressé au cours de la saison, en particulier sur les aspects défensifs. J'en ai plusieurs. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie encore de faire, voilà, au moins quelques années, même si je sais que la retraite est proche. Voilà, au vu de l'âge, hein, je viens d'avoir 62 ans, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais si je devais hiérarchiser, l'Euroleague en premier, malgré tout. Voilà. Et après, j'aimerais bien aller plus loin au niveau NBA en étant soit continuer, mais de façon un peu plus, on va dire,
complète, en étant carrément assistant NBA, au moins une saison ou deux, pour vraiment être totalement immergé dans le fonctionnement, dans le système. Et si c'est pas le cas, faire ce que j'ai fait cette année, mais en y allant un peu plus que cette année, pour les mêmes raisons, parce que j'ai vu une vraie différence quand j'y suis allé 6 semaines en fin d'année, là, où là j'étais considéré comme un assistant, et donc ça m'a permis vraiment d'être encore plus près du terrain et des joueurs que le reste de l'année. Oui, nous de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, je pense qu'il y a des trajectoires dans les autres activités où il n'y a pas beaucoup d'échecs. Voilà, il y a des gens qui ont des trajectoires professionnelles où quasiment ils ne font que monter, ou en tout cas ils enchaînent les succès. En sport, il y a très peu d'entraîneurs il y en a quelques-uns, mais vraiment c'est très limité. Tu vois, je pense dans le basket, on parle souvent d'Obradovic, et c'est vrai que bon, c'est le meilleur, enfin pour moi c'est le meilleur entraîneur de notre sport. Et pour moi, toute ligue confondue, c'est-à-dire je mets même la NBA avec. Pour moi le plus grand, c'est Željko Obradovic. Et malgré tout, même lui, ça lui est arrivé des fois quand même, et en particulier ces dernières années, on sent qu'il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres. Mais malgré tout, ça reste quand même pour moi de loin le meilleur. Mais je sais que je participe à l'Académie des coachs, et donc je parlais d'Onesta tout à l'heure, mais quelques autres aussi coachs de renom. On a Hugo Mola par exemple, on a d'autres coachs qui performent. Et on a un universitaire qui travaille avec nous pour encadrer, on va dire, nos débats. Et il nous dit toujours qu'on est des animaux du rebond. Voilà. Que les coachs, de toute façon, c'est des animaux du rebond. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, par exemple, même dans une saison la meilleure possible, il y a quand même des temps faibles. Voilà, il y a des fois où tu perds une fois, 2 fois de suite, voilà. Et donc déjà là, il faut rebondir. Dès que tu perds un match, tu es déjà... je dis toujours d'ailleurs, quand tu perds un match, c'est pas ce qui est important, c'est ce qui vient après, c'est comment justement tu rebondis. Voilà, perdre, c'est pas... Enfin, en particulier dans la saison régulière, si c'est pas un match fatal, perdre, c'est pas grave. Au contraire, en début de saison, c'est souvent l'occasion de pouvoir justement se relancer et de rebondir. Et donc il faut utiliser ça. Et quand tu ne perds pas beaucoup en début de saison, tu es content, bien sûr, parce que tu dois toujours gagner. Mais à l'inverse, il faut quand même être capable de se remettre en question malgré tout pour continuer à progresser. Si tu te satisfais juste de gagner des matchs alors que tu n'es pas très bon, à un moment donné, c'est sûr que tu vas plonger parce que les autres vont progresser. Donc la remise en question, de toute façon, elle est perpétuelle. C'est ça qui est difficile, c'est que même lorsque tu gagnes, oui, il faut savourer juste après, mais par contre, le lendemain matin, il faut déjà réfléchir comment est-ce que tu peux continuer, comment est-ce que tu peux pérenniser, comment est-ce que tu peux améliorer. Parce que de toute façon, dans toute la performance sportive, ce qui est important, c'est le chemin. Voilà, c'est comment arriver à justement construire ce chemin de performance. Et donc c'est en développant, en améliorant en permanence. Donc le rebond, il fait partie de notre vie, mais parfois c'est pas facile parce que les chutes sont douloureuses. Voilà, quand tu perds, ici par exemple, a été à mon niveau presque une tragédie. Voilà, c'était vraiment très très difficile à encaisser, mais malgré tout, il faut avoir cette capacité à redémarrer, à repartir, voilà, s'en servir. Voilà, et c'est difficile à dire, mais clairement, à chaque fois, j'ai appris quelque chose. Voilà, et tu vois, par exemple, ce qui s'est passé l'année dernière au jeu, probablement que les dernières finales de la SIG, quelque part un peu contribué à ce qui a pu nous arriver au jeu. En tout cas, moi, je l'ai utilisé.
voilà, dans la capacité à se sublimer, à se transcender au meilleur moment. Bon, c'est des choses que j'ai apprises de nos finales perdues ici. Je pense que c'est pas du tout comparable carrière de joueur et carrière d'entraîneur. Carrière de joueur, c'est plutôt facile de concilier une famille. Ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour avoir une vie de famille. Quand tu es chef d'entreprise à haut niveau, tu as des fois pas beaucoup de temps non plus à consacrer, c'est la même chose. Entraîneur, bah, c'est un peu comme ça, avec effectivement à la fois beaucoup de déplacements, mais aussi pas beaucoup de temps. Et puis l'autre problème, c'est que même le dimanche, quand tu ne joues pas et que tu t'entraînes pas, souvent tu as déjà dans la tête ce que tu vas faire dans la semaine, donc tu es des fois pas complètement là non plus. Donc clairement, c'est pas facile. Joueur, pour moi, c'est pas un problème. Pour l'avoir vécu, et tu demandes à mes jumeaux qui sont nés en 90 et donc qui m'ont connu papa joueur jusqu'en 98, ils disent toujours qu'ils ont eu deux papas, celui qui était joueur qui voyait tout le temps à la maison et celui qui était entraîneur qui voyait plus du tout. Alors très sincèrement, je pense que ça c'est une question qui est posée régulièrement mais qui n'a pas beaucoup de sens, voilà, parce qu'on ne décide pas de devenir professionnel. Il faut, dans la vie, de toute façon, la première source de la motivation, c'est les rêves, les désirs, l'ambition. Donc il faut avoir des rêves, et donc on ne peut pas empêcher un gamin de 7 ans, de 8 ans, de rêver de devenir professionnel. Voilà. Et je pense que le rôle des parents, c'est d'accompagner ce rêve, mais en étant capable de faire en sorte qu'il ne pense pas non plus qu'à ça. Parce que tu ne peux pas savoir à 7 ans ou 8 ans si tu vas vraiment avoir un potentiel. Je disais tout à l'heure, c'est lorsque le développement physique arrive, parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas devenir professionnel si tu n'as pas physiquement des capacités qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà, si tu es petit au basket par exemple, bah, c'est encore possible, mais encore faut-il aller très très vite, avoir d'autres qualités, être particulièrement adroit, avoir un coup d'œil. Et ça, tu ne peux pas le savoir à cet âge-là. Mais par contre, il ne faut jamais dire jamais. Et je pense que le rôle des parents, bah, c'est d'aider ton enfant, garçon ou fille, à accomplir ce rêve et ce désir. Parce que, encore une fois, tout à l'heure, je parlais du chemin de performance. Le plus important, c'est le chemin. Même si tu n'y arrives pas au final, mais que tu as tout donné, ce que tu as vécu et ce que tu as engrangé, va te servir dans la vie, voilà, parce que là, pour arriver à ça, il faut de la détermination, il faut de la niaque, il faut de l'abnégation, il faut une exigence au quotidien, et tous ces éléments-là, ils sont bien sûr transposables dans d'autres pans de la vie. Ils vont être utiles pour réussir ailleurs si d'aventure tu n'arrives pas au bout de ton rêve. Et donc c'est pour ça que quand des gamins ont ce type de rêve, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les parents, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment les aider à s'élever dans la vie, pas seulement dans le basket.